J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos et pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Et nous sommes lundi, et le lundi à 7h27, c'est l'heure de la chronique de Raphaël Audouard. Bonjour Raphaël Audouard. Bonjour. Alors je rappelle, vous êtes directeur d'identité et démocratie. Aujourd'hui, vous nous parlez du Parti des socialistes européens qui vient de menacer leur parti bulgare d'exclusion. Alors que se passe-t-il en ce moment en Bulgarie ? Oui, tout à fait. Alors pour rappel, le Parti des socialistes européens, c'est un parti européen qui regroupe les différents partis socialistes et sociaux-démocrates au sein de l'Union européenne. Effectivement, là, ils sont en train de menacer d'exclusion leur branche bulgare, le Parti socialiste bulgare, qui est dirigé par Madame Ninova. Pour une raison très simple, en fait, c'est que ce parti, donc de gauche, le grand parti de gauche bulgare, vient d'annoncer la constitution d'une grande coalition avec un certain nombre de partis de droite et voire d'extrême droite en Bulgarie, donc des partis nationalistes. Donc du coup, en perte de vitesse, les socialistes bulgares cherchent à revenir dans le jeu politique avec cette vaste coalition qui regroupe la gauche et les nationalistes bulgares. Et donc justement, quelle est la situation politique actuellement en Bulgarie ? En fait, pendant longtemps, le jeu politique était dominé par une domination entre deux partis. D'un côté, donc les socialistes à gauche, et de l'autre côté, les citoyens pour le développement européen de la Bulgarie. Donc il y a un parti de droite pro-européen libéral. Donc le chef de la droite, c'était Boyko Borisov, qui a été Premier ministre pendant 10 ans, entre 2009 et 2021. Alors, pour vous situer un peu le personnage, il a été officier de la police secrète communiste. Ensuite, il a créé une société de sécurité privée et est devenu l'un des gardes du corps de l'ancien dictateur communiste après la chute du régime. Et ensuite, il est devenu secrétaire général de la police nationale sous le nouveau gouvernement libéral, en fait, après la chute des communistes. Donc, c'est un homme assez trouble et qui a été régulièrement accusé de corruption. Et donc, la corruption massive dont il a été accusé a fini par entraîner une crise politique majeure à partir de 2021, pour entraîner sa chute et le début d'une crise politique. Et qui est sorti vainqueur de cette crise alors ? En fait, personne. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, c'est une multiplication d'élections. Donc les Bulgares ont été appelés au vote en avril 2021, en juillet 2021, en novembre 2021, en octobre 2022 et enfin en avril 2023. Donc ils ont voté énormément en très très peu de temps. Pendant cette période-là, on a eu 5 gouvernements différents. Donc en seulement 2 ans, on a eu 5 gouvernements. 4 étaient des gouvernements intérimaires qui géraient les affaires courantes. Et le seul qui a été vraiment un vrai gouvernement politique, c'était un gouvernement très large, regroupant la gauche, des libéraux anticorruption et des populistes, et qui a duré seulement 6 mois, parce qu'en fait, tout ce qui rassemblait ces gens, c'était juste la lutte contre la droite corrompue précédemment au pouvoir. Et finalement, à l'issue de ces nombreuses élections, à l'issue de ces plusieurs années de crise, ce qui a émergé, c'est un gouvernement de coalition qui dirige directement la Bulgarie, et qui regroupe du coup le parti de droite en question, donc le GERB, le parti de M. Borisov, et un parti qui s'appelait Nous continuons le changement, qui pourtant était un parti centriste, libéral, qui avait été créé au moment de la crise pour lutter contre la corruption qui touchait la Bulgarie. Donc au final, après plusieurs années de crise, ce que les Bulgares ont retrouvé, c'est un gouvernement entre le parti corrompu au pouvoir et un parti créé justement pour lutter contre la corruption. Ce qui fait que la crise a continué et que les Bulgares restent sur leur faim et le peuple bulgare reste est toujours en colère contre ce qui se passe actuellement dans le pays. Alors qu'est-ce que cette alliance entre la gauche et des partis nationalistes peut changer justement ? En fait, pendant longtemps, la situation avait l'air bloquée en Bulgarie. Ça veut dire qu'on avait ce gouvernement libéral. Dans les sondages, on avait la droite qui était redevenue le premier parti du pays, le centre anticorruption, mais allié à la droite, qui était le deuxième. En troisième force, on avait un parti nationaliste, Renaissance, qui, contrairement au parti français, était un parti allié au niveau européen, au Rassemblement national et au parti Identité et démocratie. Et on avait une gauche qui était cinquième en perte de vitesse aux alentours de 10%. Et en fait, donc, la situation semblait bloquée avec les libéraux au pouvoir et en face d'une opposition très divisée. Et là, ce que ouvre cette possibilité d'alliance entre la gauche et les nationalistes, c'est une coalition patriotique
regroupant en fait tous les opposants aux partis libéraux européistes au pouvoir et potentiellement regroupant cette gauche social-démocrate et les partis de droite populistes et patriotes. Mais alors, qui est justement ce personnage de... Vous alliez parler de Roumen Radev, c'est bien ça, Raphaël? C'est ça, voilà. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que derrière cette coalition de la gauche et des nationalistes, ce que beaucoup d'experts voient, c'est la main en fait de Roumen Radev, qui est actuellement le président de la Bulgarie. Il faut voir qu'en Bulgarie, le président a assez peu de pouvoir, il a surtout un rôle symbolique, mais que M. Radev, depuis qu'il a été élu en 2017, puis réélu en 2021, est apparu comme l'homme fort du pays. Et il est extrêmement populaire, il a notamment soutenu les manifestants anticorruption au moment où ceux-ci défilaient dans la rue contre le gouvernement de droite au pouvoir. Lui, c'est un leader de gauche, même s'il est indépendant, indépendant d'un parti politique. Il est au départ arrivé au pouvoir avec le soutien des socialistes. Mais il incarne une forme de gauche populiste, très patriote, critique de l'immigration, conservateur. Et à la fois avec la ligne politique qu'il défend et cette figure d'homme fort, il apparaît de plus en plus comme une forme d'Orban bulgare, en fait. Et beaucoup de gens voient dans cette volonté des socialistes de créer une nouvelle coalition politique avec les nationalistes une forme d'embryon d'un nouveau parti politique qui pourrait mener ensuite à M. Radev à essayer de prendre le pouvoir et à devenir un peu une forme d'Orban bulgare. Orban bulgare, donc justement, quelles pourraient être les conséquences de ces évolutions en Europe? Ouais, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit au niveau européen une montée des idées patriotes dans toute l'Europe, mais de façon assez différente quand on compare l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. C'est-à-dire qu'en Europe de l'Ouest, on voit des partis qui pendant longtemps étaient des partis exclus du pouvoir, c'était des outsiders politiques pendant longtemps. On peut penser au RN, on peut penser au PVV, aux Pays-Bas qui vient de faire un très bon score, on peut penser à l'AfD en Allemagne ou même à la Lega en Italie de Matteo Salvini qui a été longtemps le premier parti du pays. Donc on a en Europe de l'Ouest plutôt une tendance à l'émergence de nouvelles forces politiques, tandis qu'en Europe de l'Est, on voit qu'il y a un basculement d'un certain nombre de forces politiques qui pendant longtemps étaient des forces politiques mainstream, de gauche, de droite ou du centre, et qui petit à petit évoluent sur des positions dites populistes, c'est-à-dire en fait, des positions conservatrices et patriotes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des populations qui sont souvent assez conservatrices, assez patriotes. Les Bulgares, les Slovaques, les Hongrois sont des peuples assez attachés aux valeurs traditionnelles, assez attachés à leur pays. Et du coup, des partis qui pendant longtemps étaient à gauche, au centre ou à la droite, parce qu'ils étaient sociodémocrates, libéraux ou conservateurs, petit à petit, en fait, se retrouvent en porte-à-faux avec leur faillite politique au niveau européen, parce qu'ils défendent des valeurs beaucoup plus proches de celles des populistes européens que de leur faillite politique. On voit avec Viktor Orban, qui pendant longtemps était dans le grand parti de droite européen. C'est le cas d'ailleurs aussi en Slovénie, avec le grand parti de droite slovène qui est en train de rompre petit à petit. On le voit là avec la gauche, avec le cas bulgare et le cas slovaque dont on avait parlé il n'y a pas longtemps avec Robert Fico, le nouveau Premier ministre slovaque qui incarne justement une forme de gauche populiste. Et du coup, on voit en fait petit à petit dans toute l'Europe éclater en fait cet ancien clivage gauche-droite pour laisser place à un clivage entre patriotes d'un côté et libéraux mondialistes de l'autre. Et patriotes d'ailleurs, notamment, c'est ce que vous défendez, ce clivage à identité et démocratie. Raphaël Audouard, merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur d'identité et démocratie et on vous retrouve lundi prochain à la même heure pour une nouvelle chronique. Merci Raphaël Audouard.